Trouvée dans la grotte en Thaïlande après une opération de sauvetage spectaculaire. Elle a été suspendue, cette opération, car la nuit est tombée. Les autres jeunes seront donc secourus demain dès l'aube. Et bienvenue dans notre partie magazine. Le compte à rebours est donc enclenché en Thaïlande. L'opération de sauvetage des 12 enfants et leur entraîneur coincés dans une grotte depuis 15 jours est en cours. Elle a débuté cette opération de sauvetage ce matin pour la Thaïlande. Elle est arrêtée à présent parce qu'il fait nuit sur place. Elle reprendra à l'aube. 4 enfants sont déjà sauvés. Cette opération qui doit durer entre 2 et 3 jours avant le retour des pluies. Une opération qui semble aller plus vite que prévu. Avec nous pour en parler, Jérôme François, vous êtes commandant de sapeurs-pompiers UNSA. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on est toujours avec Guillaume Torel, journaliste chez LCI. L'opération, Guillaume, est terminée pour la journée. Oui, tout à fait. Elle est terminée, cette opération. Pour aujourd'hui, la raison, elle est simple. C'est la mousson et la pluie qui ne cessent de s'abattre sur le nord de la Thaïlande. Les secouristes ont expliqué avoir besoin désormais d'environ 10 heures pour préparer la prochaine intervention qui sera donc demain matin. Et jusque-là, l'opération est un succès ? Oui, tout à fait. Au moins 4 enfants sur 12 ont été sauvés. Ils ont été accompagnés les uns après les autres par 2 sauveteurs chacun. Puis ils ont été emmenés à l'hôpital le plus proche. Il y a à peu près 90 plongeurs au total pour les accompagner. Ces enfants, on le rappelle, qui sont bloqués dans cette grotte depuis 15 jours. Ils ont entre 11 et 16 ans et sont tous membres d'une même équipe de football junior. Et ça prend du temps parce qu'on sait que le parcours est très difficile. Et oui, la difficulté, c'est ce parcours de 4 km de long avec des zones inondées où les enfants doivent s'immerger totalement sous l'eau. Une partie d'entre eux ne sait d'ailleurs pas nager. Le trajet, il est sinueux, il est long. Il faut en moyenne 11 heures pour faire l'aller-retour. Rappelons qu'il y a quelques jours, un sauveteur est décédé lors de ce trajet. Voilà, mais 4 enfants sont donc sauvés ce soir. Les secours reprennent demain. Évidemment, c'est le soulagement sur place. On va justement retrouver notre envoyé spécial Alban Alvarez en Thaïlande. Oui, l'opération semble être un succès puisque cela signifierait que les 18 plongeurs ont réussi à libérer plusieurs enfants de la grotte bien plus tôt que ce qui était annoncé ce matin. L'espoir donc d'une évacuation totale avant l'aube renaît ce soir en Thaïlande. Attention. Voilà donc pour ce point de notre envoyé spécial. Vous êtes entre guillemets agréablement surpris vu la difficulté de cette opération de secours, qu'elle soit pour l'instant un succès? Oui, incontestablement, c'est une bonne nouvelle, c'est un succès. Je rappelle qu'il y avait plusieurs hypothèses au départ de travail, plusieurs stratégies envisageables. Il a été fait le choix d'accélérer un petit peu le pas, parce qu'au départ, on se disait, on se laisse un petit peu de temps. Vraisemblablement, ce sont les conditions météo, avec ce risque de pluie de mousson qui tombe et qui aggrave la situation, qui fasse remonter le niveau de l'eau dans la grotte, qui a peut-être précipité un petit peu le mouvement. Ils ont fait le choix donc de sortir par où ils sont rentrés, mais dans des conditions très compliquées, avec des boyaux très étroits, des zones où il faut plonger à plus de 5 mètres dans une eau dans laquelle on ne voit absolument rien. Les sauveteurs ne voient même pas leur montre, ne voient même pas le manomètre qui permet de savoir combien il leur reste d'air dans leur bouteille. Donc c'est vraiment des conditions très compliquées, d'autant plus quand on accompagne des groupes d'enfants qui ne sont pas du tout préparés à cela. Et qui ne savent même pas nager, c'est ce que Guillaume disait. Et quand bien même sauraient-ils nager, là il s'agit de plonger, de faire de la plongée sous-marine à 5 mètres de profondeur dans une eau froide et totalement à l'aveugle. Donc c'est vraiment, il a fallu leur apprendre ça très rapidement. Donc oui, c'est un succès. Derrière tout cela, il y a toujours un facteur chance, mais il y a aussi un vrai professionnalisme des sauveteurs qui connaissent leur métier et qui ont pu enseigner aux enfants la meilleure façon de se sortir de ce mauvais pas. Oui, enseigner, parce que tout a été fait sur place. Ils ont eu une formation express, ces enfants qui ne sont âgés que de 11 à 16 ans, on le rappelle. C'est ça, effectivement. Alors les professionnels sont souvent, quand on a une spécialité comme ça, tantôt on est secouriste et on porte secours aux enfants, et tantôt on est formateur. Donc là, ils ont dû apprendre aux enfants en un temps record à respirer sous l'eau, à s'immerger totalement, et puis aussi à créer peut-être un lien de confiance entre le sauveteur et l'enfant, parce qu'ils vont traverser 4 km, ils sont à 800 mètres de profondeur, il va falloir revenir à la surface. Il faut quand même avoir confiance dans le sauveteur qui va les guider dans le noir complet, quoi.
Comment on choisit, entre guillemets, les enfants qui vont en premier? On sait que c'est extrêmement risqué au départ. Heureusement, le dénouement est positif. Mais comment est-ce qu'on choisit les premiers à partir? Alors, aucun d'entre nous n'était dans cette bulle qui était la leur pendant 15 jours. J'imagine que les sauveteurs ont misé sur les plus vaillants, si vous voulez, en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui avaient une chance très rapidement de sortir. Et puis, quand même, quelque part, on a un heureux dénouement pour 4 d'entre eux. C'est une bonne nouvelle pour les 8 qui restent. C'est-à-dire que c'est possible, ils peuvent s'en sortir. Donc je pense que ce qui était intéressant dans le fait de mettre les plus vaillants en premier, c'est cette lueur d'espoir qu'on leur donne. Et puis aussi, ça laisse du temps pour continuer de préparer les autres derrière. Parce que pendant l'évacuation, on a pu continuer d'entraîner les enfants qui restent dans la grotte à cette notion d'être immergés, de respirer sous l'eau, d'avoir confiance dans les sauveteurs, peut-être de créer un lien privilégié entre les sauveteurs et les enfants. Et puis un effet d'entraînement, effectivement, comme vous le disiez. Alors l'inconnu, effectivement, dans les prochaines heures, c'est l'arrivée peut-être de nouvelles pluies. On n'en sait toujours rien. La situation est examinée à la minute. On va justement écouter Emma Aziza, hydrologue, qui était sur notre plateau tout à l'heure. Voilà, Emma Aziza qu'on écoutera tout à l'heure. Alors effectivement, peut-être en dire en mots. C'est vrai que tout peut être bousculé dans les prochaines heures. Là, ça s'est très très bien passé. Mais effectivement, si de nouvelles pluies surgissent, ce qui est possible, normalement elles devraient arriver mardi, mais si elles arrivent demain, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est très vraisemblable que ce soit le facteur qui est déclenché, parce qu'on a tous été surpris de la réalité, de la vitesse à laquelle ce sauvetage s'est déroulé. Au départ, on envisageait éventuellement au contraire d'attendre une décrue, de se laisser le temps. Bon, tout ça s'est précipité. Je pense que le facteur climatique est pour quelque chose. Comme il a été répété à plusieurs reprises, ce sont des pluies très violentes, très rapides, des épisodes vraiment qui peuvent générer des torrents et des inondations très rapides. Donc là, il fallait faire vite. Et le commandant des opérations de secours est toujours en train de peser avantages, inconvénients de telle ou telle méthode. Et donc là, le facteur climatique a forcément joué dans l'idée du commandant des opérations de secours de se dire « Allez, on sort rapidement les enfants parce que la situation ne va pas s'améliorer, la situation va s'aggraver. Donc on les sort le plus vite possible. » Qu'est-ce qu'on vérifie en premier une fois que ces enfants sortent d'un point de vue sanitaire? On les prend en charge? Qu'est-ce qu'il faut vérifier en premier lieu? Alors moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste. Mais en tant que pompier. Alors en tant que pompier, déjà on va voir si les constantes sont bonnes, est-ce qu'ils ont une bonne tension, globalement est-ce qu'ils vont bien. Voilà. Après il y a un contrôle qui va être fait à l'hôpital sur leur santé, et puis également il y aura vraisemblablement une prise en charge psychologique, parce que ces enfants, là on focalise sur le sauvetage, mais il y a toute une période où on ne savait pas où ils étaient. Et donc, eux étaient dans une grotte seuls, en se disant, on va peut-être mourir là, on va peut-être jamais nous retrouver. Donc, certes, les avoir retrouvés, c'est une bonne chose. Là, ils savent qu'ils vont être pris en charge et qu'on va tout faire pour leur sauver la vie. Et après, il y a cette phase de sauvetage. Donc, il y a une phase d'inquiétude, d'angoisse, une phase de sauvetage qui est pas moins angoissante, qui est tout aussi angoissante, parce que il faut le faire, ce qu'ils vont faire. Et ceux qui sont sauvés, il faut l'avoir fait. C'est vraiment impressionnant. C'est une vraie prouesse opérationnelle. Donc, je pense qu'après, il y a quand même l'état psychologique des enfants qu'il va falloir prendre en compte et puis les accompagner. Justement, on va écouter Samuel Lepastier, psychiatre, qui était avec nous tout à l'heure sur les conséquences de ce sauvetage hors norme sur ces enfants. Écoutez. Là, un même événement va être vécu de façon très différente sur les personnes en fonction de leur passé, de leur culture, de la façon dont elles ont été entourées. Et malheureusement, ceux qui étaient les plus forts au départ vont sortir renforcés, alors que ceux qui étaient les plus faibles risquent en effet d'être traumatisés pendant une longue période. Il faut voir aussi que le traumatisme, si traumatisme il y a, se déroule toujours en 2 temps. Un traumatisme immédiat qui peut être surmonté ou qui peut être enfoui, et une résurgence à l'âge adulte où l'enfant devenu adulte prend conscience de ce qui est arrivé et il peut avoir très peur à des années de distance. Voilà, et des séquelles qui peuvent rester à un moment. Pourquoi est-ce que ces opérations sont interrompues la nuit? Alors là, il y a vraisemblablement 3 raisons principales. La première, c'est la zone logistique, ceux qui sont à l'extérieur. Là, on est plongé dans la nuit, c'est toujours compliqué parce qu'il faut des moyens d'éclairage. Là, c'est plus compliqué pour eux de travailler, parce que dans la grotte, la nuit ou le jour, de toute façon, ils sont éclairés par une lumière artificielle, que ce soit les projecteurs qu'ils ont sur les casques ou les projecteurs manuels. Donc, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Par contre, la zone de logistique, on a des milliers de gens qui cohabitent, de différentes corporations. On va avoir des secouristes, on va avoir des gens qui font des forages, on va avoir des gens qui font à manger, parce que 1000 personnes, il faut les nourrir, il faut qu'ils fassent leurs besoins, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils puissent travailler, il faut qu'ils puissent se laver, se soigner. Voilà, il y a vraiment une zone logistique considérable. Donc, celle-ci va tourner au ralenti pendant la nuit. On peut
peut imaginer que c'est une espèce de phase de repos pour cette zone logistique. La deuxième hypothèse qu'on peut peut-être mettre en avant, c'est que peut-être qu'il y a des enfants qui ne sont pas tout à fait prêts. Donc ça permet de se donner un petit delta de temps pour permettre de continuer de préparer ces enfants aux épreuves qu'ils vont devoir traverser pour revenir à la surface. Et puis le troisième point, c'est le fait de pouvoir remettre ce dispositif opérationnel à flot. Parce que quand on a traversé, ils ont vidé des bouteilles d'air, ils ont fatigué les sauveteurs, peut-être qu'il y a des combinaisons qui ont été dégradées. Donc, il y a des choses à réajuster. Il y a peut-être des choses à réajuster. Donc voilà, ça permet de remettre tout le dispositif opérationnel en état de refonctionner et de refaire des nouveaux sauvetages dès demain. Est-ce qu'on continue de pomper l'eau? On sait qu'il y a des milliers de litres qui ont été pompés ces derniers jours. Est-ce que ça continue? Alors, je n'ai pas l'information, hein, je découvre à travers les médias ce qui s'y passe. On peut imaginer, oui, que ça continue parce que c'est pas un mauvais élément que d'essayer de baisser le niveau de l'eau. Parce que ces enfants ne sont pas toujours immergés durant les 4 km. Hein. Ils s'arrêtent de temps en temps, ils peuvent respirer, ils peuvent être debout, c'est quand même important. Il y a des passages plus ou moins compliqués. Effectivement, il y a des passages où ils peuvent marcher debout, il y a des passages où secs, étroit, et puis il y a des passages où par contre il faut passer en immersion, il faut plonger. Donc effectivement, avoir un niveau, le fait que plus le niveau est bas, plus ça simplifie la tâche quand même. Donc j'imagine, oui, que les opérations de pompage continuent quand même parce que ça n'est pas négatif de toute façon. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler donc de cette opération de secours qui est toujours en cours. Elle a été interrompue pour la nuit, mais elle reprendra demain dès l'aube. 4 enfants donc qui ont été sauvés. Vous restez avec nous tout de suite, un nouveau journal sur LCI.